Donc bienvenue, on a le plaisir aujourd'hui de recevoir Joël Berger de l'ONERA. Joël a fait sa thèse au SAP et après avoir été postdoc et maintenant à Châtillon. Il va nous parler des résultats, des premiers résultats de l'expérience microscope et des premières déductions théoriques qui ont eu lieu. Merci, à toi. Si tu l'avais branché, c'est vrai. Ah, il fallait que je l'allume. Et puis Philippe Martin, qui est mon étudiant en thèse, et Jean-Philippe Usan à l'IAP. Donc microscope, c'est un acronyme peut-être un peu malheureux pour microsatellite à traînée compensée pour l'observation du principe d'équivalence. Donc c'est une mission du CNES qui est avec un PI à l'ONERA qui veut tester le principe d'équivalence avec une précision de 10-15. Bon, je vais dire un peu plus loin ce que j'entends par une précision de 10-15. Et le co-PI est Gilles Métris, ça sera sur la Côte d'Azur à Nice. Et puis on a des partenaires européens. Donc c'est une mission très franco-française, mais avec quand même une participation de l'ESA pour les micropropulseurs et d'instituts allemands qui nous ont aidés dans la fabrication et les tests de l'instrument. Donc d'abord, je commence par vous rappeler ce qu'est le principe d'équivalence faible. Donc dans la suite, je l'appellerai le WEP parce que c'est plus simple pour EP. Et donc c'est le postulat central de la relativité générale d'Einstein qui dit que tous les objets massifs suivent la même trajectoire quand ils sont plongés dans un même champ gravitationnel, et ce indépendamment de leur masse et de leur composition interne. Donc on peut ramener cette expression en regardant les lois de Newton. Donc vous avez que la force qui est appliquée à un objet, c'est égal à sa masse inertielle fois l'accélération. Donc la masse inertielle, c'est ceux qui s'opposent au mouvement, donc c'est ceux qu'on ressent quand on essaie de pousser sa voiture qui est en panne. Et le poids d'un objet, c'est la masse gravitationnelle multipliée par l'accélération par la gravité. Donc la masse gravitationnelle, c'est directement la réponse à la gravité. Donc, a priori, il n'y a aucune raison pour laquelle ces deux types de masses devraient être liés. Et pourtant, on s'aperçoit, donc, en prenant deux objets avec les lois de Newton, que s'ils sont soumis uniquement à l'accélération terrestre, donc ils suivent le même champ gravitationnel, alors la masse inerte est égale à la masse grave. Donc ça, c'est une deuxième manière de définir le principe d'équivalence faible, c'est que la masse inerte et la masse grave sont égales. Et donc, j'en arrive à la définition de mes 10-15. Donc, la précision est mesurée par le paramètre de Hudvos eta, donc il dépend de la paire de masse qu'on teste, dont on compare le mouvement. Et c'est juste défini comme la différence des accélérations, ou de manière équivalente comme la différence des rapports entre masse grave et masse inerte des deux corps en mouvement. Donc pourquoi est-ce qu'on doit tester le principe d'équivalence? Bon, j'ai dit que c'est un postulat central de la relativité générale, on sait que la relativité générale fonctionne très bien, donc on peut se dire pourquoi aller encore plus loin dans la précision. Donc il y a deux points pour répondre à cette question. La première, c'est la recherche d'une théorie du tout. Donc pour unifier la relativité générale, donc il décrit les phénomènes de basse énergie à très grande échelle.
avec la physique quantique qui, elle, décrit très bien les phénomènes de très haute énergie à petite échelle. Mais on ne sait pas encore donner une théorie de la gravité à petite échelle. Et donc la grande question, c'est comment est-ce qu'on peut unifier ces deux régimes-là. Le deuxième point, c'est pour essayer d'expliquer l'accélération et l'expansion de l'univers. Donc ça fait déjà 20 ans qu'on a mesuré que contre-intuitivement, l'univers accélérait. Donc on a parlé de la constante cosmologique, on a introduit l'énergie noire qui est la principale partie du bilan d'énergie-matière de l'univers, mais on n'a aucune idée de ce que c'est. Et donc peut-être que la relativité générale n'est pas correcte, parce que là-dedans, on suppose que la relativité générale est correcte à toutes les échelles. Peut-être que ce n'est pas vrai, donc c'est pour ça qu'il faut aller tester le principe d'équivalence. Donc il y a des solutions, enfin des propositions de solutions à ces deux problèmes. Donc en particulier tout ce qui est théorie ou modèle de gravitation modifiée, donc, comme les théories des cordes, ou plus récemment des théories de tenseurs scalaires qui essaient de décrire l'énergie noire. Et tous ces modèles prédisent une violation du principe d'équivalence. La prédiction est d'une violation très faible, mais une violation qui existe quand même. Et donc c'est l'idée d'aller faire des tests très très précis pour essayer d'aller chercher cette petite violation. Et donc la question sous-jacente, c'est, j'ai déjà mentionné, c'est est-ce que la relativité générale est correcte à toutes les échelles? Donc le principe d'équivalence a déjà été testé. Donc ça fait, Galilée avait commencé déjà il y a 400 ans à regarder la chute des corps. Puis en 1971, là, David Scott a fait le test, donc le même test que Galilée sur la Lune, en prenant, donc ici il tient un marteau dans cette main et une plume dans l'autre. Et donc ce qu'il a fait, donc ça va bientôt arriver, il a lâché les deux, en expliquant que si Galilée ne s'était pas trompé, le marteau et la plume doivent toucher le sol en même temps. Donc il va bientôt les lâcher. Il les a lâchés et il touche le sol en même temps. Et donc là, il est très content, il dit, voilà, il y a 400 ans, Galilée avait raison, on a montré que le principe d'équivalence fonctionne. Bon, par contre, ce n'est pas très précis comme expérience. Donc on peut se dire, ok, on va essayer de faire des choses plus précises. Donc, il y a plusieurs moyens de s'y coller. Donc le principe d'équivalence, je ne sais pas si je l'ai mentionné, mais on appelle ça aussi l'universalité de la chute libre. Et donc voilà, l'idée c'est juste de prendre des corps et de les laisser tomber et voir s'ils tombent de la même manière. Donc on peut faire ça depuis une tour sur Terre. Bon, il faut faire attention qu'il n'y ait personne en bas, et puis le problème c'est qu'il y a l'atmosphère qui fait des frottements. Donc pour contrer le problème, on peut aller dans une tour de chute libre. Ça, c'est la tour du Zarm à Brême. Donc il fait 100 mètres de haut, il y a du vide à l'intérieur. Et donc on peut laisser chuter des corps. Donc il y a des capsules spéciales dans lesquelles on met nos corps et on va les laisser chuter. Donc, le microscope a été très largement testé à cette tour pour vérifier qu'on arrivait à acquérir les masses d'épreuves. Et donc on peut soit la laisser chuter, donc ça dure 8 secondes la chute, ou alors il y a un moyen de catapulter aussi les objets qu'on teste depuis le bas, on tire et puis on fait l'aller-retour. Donc ça double le temps de chute libre, mais ça reste quand même très court, ça reste aux alentours de 15 secondes. Et si on veut avoir une très bonne précision, ce n'est pas suffisant. Donc on peut se dire, on va aller dans un Airbus 0G. Donc là, la chute libre se produit lorsqu'on fait des phases paraboliques. Et donc là, on peut aller jusqu'à 20 ou 30 secondes de chute libre. Mais le problème, c'est que c'est très très bruité, ça vibre énormément. Et donc si on veut être précis, c'est pas la solution. Et donc pour ça, l'idée, c'est d'aller dans l'espace. Et donc c'est de faire exactement ce qu'on ferait depuis une tour sur Terre. On prend deux objets, donc par exemple ici en bleu et en jaune. Et puis on va les laisser en orbite, on va les mettre en orbite autour de la Terre. Donc être en orbite, c'est comme si on est en chute libre. Et donc si le principe d'équivalence est vrai, les deux corps vont chuter en même temps, de la même manière, donc ils vont suivre la même orbite, et donc ils ne devraient pas s'écarter l'un de l'autre. Donc ce qu'on peut faire, c'est simplement mesurer l'écart qui apparaît entre les orbites des deux corps.
Donc c'est un peu le principe de microscope, donc juste prendre deux masses d'épreuves et regarder leurs orbites. Mais au lieu de regarder la manière dont elles dérivent, nous ce qu'on fait, c'est qu'on force les masses à rester en équilibre l'une par rapport à l'autre. Et pour ça, on applique des forces électrostatiques aux masses. Et ce qu'on mesure, c'est la différence des accélérations électrostatiques qu'on doit appliquer aux masses d'épreuves pour les maintenir en équilibre. Et donc si elles ne tombent pas de la même manière, on va devoir appliquer des forces électrostatiques différentes, et ça, on est capable de mesurer. Donc, le signal qu'on attend est en réalité en fait très simple. Donc, juste avant de commencer, donc, les masses d'épreuves de microscope, ce sont des cylindres. Des cylindres imbriqués l'un dans l'autre. Donc on en a deux, un interne et un externe. Et on teste leur différence de chute libre selon l'axe principal des cylindres. Donc on va regarder si la masse interne, par exemple, tombe plus rapidement que la masse externe, suivant l'axe principal du cylindre. Et donc si on regarde ce qui se passe le long d'une orbite, donc quand on est à cette position ici, donc la source gravitationnelle qui s'applique au cylindre, c'est le champ gravitationnel terrestre, donc ici qui est orthogonal au cylindre, donc on ne verra aucun signal le long du cylindre. Donc là, on a un signal nul. Un quart d'orbite plus loin, on va être, dans les cylindres sont alignés avec le centre de la Terre, donc s'ils tombent de manière différente, on va en voir un qui va tomber plus vite que l'autre suivant cet axe. Un quart d'orbite plus loin, on se retrouve dans le même cas que le premier, donc le signal s'annule, puis un quart d'orbite plus loin, on se retrouve dans le même cas que le second, mais dans la direction opposée. Donc là, simplement, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'on attend un signal sinusoïdal. Donc tout ce qu'on va devoir chercher, c'est un signal harmonique avec une certaine fréquence qu'on connaît très bien, qui dépend du mouvement du satellite et de son attitude le long de son orbite. Et donc par exemple, si le satellite est maintenu avec une orientation fixe par rapport aux étoiles lointaines, c'est ce qu'on appelle un mouvement inertiel, alors la fréquence de ce signal, c'est simplement la fréquence orbitale. Et donc on appelle cette fréquence FEP pour équivalence principale. Et ce qu'on peut faire aussi, c'est de faire tourner le satellite sur lui-même, donc autour de l'axe normal à l'orbite. Et donc comme ça, vu depuis le satellite, ça permet de faire tourner la Terre plus rapidement. Donc cette fréquence FEP va être augmentée. Et donc ça permet de varier la fréquence du test. Et donc ça permet d'aller vérifier si on voit une violation à une certaine fréquence, si on la voit dans une autre fréquence. Et ça permet aussi, et c'est ce qu'on a dû faire, ça permet, vu que le bruit, donc je vais directement au spectre de la mesure, en fait le bruit d'un microscope est très coloré. Donc on a une très forte remontée en haute fréquence, et le bruit à basse fréquence est un 1 sur racine de f. Et donc ça nous permet, en variant la fréquence du test, donc du signal qu'on espère trouver, de modifier le signal sur bruit en fait, de la mesure. Et donc ici, j'ai déjà dévoyé un peu ces figures. Donc ça, c'est des simulations. Et donc tout ce qu'on obtient, en fait, c'est des séries temporelles d'accélération. On mesure les accélérations, les différentes accélérations entre les cylindres. Et donc on a des séries temporelles qui ressemblent à ça, donc très bruitées, donc avec ce type de spectre ici. Et dans ces simulations, on avait inclus une violation du principe d'équivalence de 3, 10-15, et donc c'est ce petit pic ici là, qui est entouré en rouge, donc qui est très difficile à trouver dans le domaine temporel, mais qui ressort bien en domaine fréquentiel. Et les autres pics ici, ce sont des pics qui sont dus simplement au champ gravitationnel terrestre, parce que les masses d'épreuves ne sont pas parfaitement centrées l'une par rapport à l'autre. Donc il y a des effets de gradient de gravité qui apparaissent et ça crée ces pics-là. Donc plus en pratique, donc, je vous ai dit qu'on compare la chute de deux masses, de deux cylindres. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on a deux paires de cylindres, l'une à côté de l'autre. Donc ici, vous avez une vue explosée du satellite. Donc vous avez le satellite, ici vous avez l'instrument. Avec ces deux paires, donc SUEP et SURF, ce sont nos deux paires de cylindres.
Donc le S sur F, c'est pour référence. Donc les masses d'épreuves sont faites de la même composition. Donc on s'attend à ce que le principe d'équivalence ne soit pas violé dans ce cas-là. Et donc on espère mesurer 0 plus ou moins des erreurs systématiques et statistiques. Et donc si on a quelque chose qui n'est pas cohérent avec 0, ça voudra certainement dire qu'on a des systématiques qu'il faut prendre en compte. Et la deuxième paire de mass tests s'appelle SUEP, et donc c'est celle-là qu'on utilise pour vraiment faire notre test. Et donc là, les masses sont de compositions différentes, une en platine et une en titane. Et comme je vous l'ai dit, donc on fait le test suivant l'axe principal des cylindres. Et donc on se retrouve... en fait, le signal qu'on attend est proportionnel au champ de gravité terrestre. Donc ça, c'est très simple. En réalité, on a une équation de mesure qui est beaucoup plus complexe, dont je vais passer sur ce slide parce que sinon je pourrais y passer 10 minutes juste à en parler. Juste ce qu'on mesure, donc c'est l'accélération en différentiel, et donc c'est juste proportionnel, donc c'est ce delta qu'on essaie de mesurer, donc c'est ce que j'appelais état plus haut, qui est juste un facteur proportionnel au champ de gravité terrestre, auquel on doit multiplier par une matrice de sensitivité. Donc, si l'instrument était parfait, ça serait la matrice identité. Bon, l'instrument n'est jamais parfait, donc il faut estimer tous les paramètres de cette matrice. Et ensuite, on a des termes systématiques qui dépendent surtout du champ de gravité terrestre et du décentrage entre les centres de masse de nos masses d'épreuves. Donc, si vous voulez en savoir plus sur cette équation, vous pouvez me demander plus tard, mais je vais passer à la suite. Donc en pratique, voilà à quoi ressemble notre instrument. Donc, je vous ai dit 2 paires de cylindres, donc un dans chaque boîte cylindrique ici. Et donc ce qu'il y a à l'intérieur, c'est un peu comme des poupées russes. On a une succession de couches de cylindres qui portent des électrodes et les masses d'épreuves. Donc en fait, ici, donc ça c'est le cœur de l'instrument. Vous avez ici en ocre, c'est un cylindre en silice, donc qui porte des électrodes qui vont permettre d'appliquer des forces électrostatiques aux masses d'épreuves. Ici en couleur argentée, c'est la masse d'épreuve interne, par-dessus laquelle on met un autre cylindre en silice qui porte aussi des électrodes, donc ça permet de totalement encadrer la masse d'épreuve. Et au-dessus, vous avez la deuxième masse d'épreuve, donc la masse externe, qui elle-même est entourée par un autre cylindre en silice qui porte lui aussi des électrodes, donc pour créer ces champs électrostatiques. Vu du dessus, ça ressemble à ça, donc on voit la succession de différents cylindres, donc en silice, masse interne, puis d'autres cylindres en silice, puis la masse externe, encore un autre cylindre en silice pour porter les électrodes. Et donc tout ça, donc le système d'électrodes et de création de champs électrostatiques, c'est géré par une électronique qui est dans ces boîtiers-là. Et juste pour vous donner une idée de la taille de l'instrument, donc vous le voyez ici, donc à côté de Pierre Touboul, dans le PI de la mission. Donc voilà pour l'instrument. Et dans le satellite maintenant, donc on a un satellite dédié. Donc microscope à un seul instrument, c'est le nôtre, qui est placé au centre de gravité du satellite pour optimiser l'environnement gravitationnel. Donc il n'y a pas forcément grand-chose à dire sur le satellite ici, sauf que c'est un satellite du CNES qui est basé sur la famille Myriad de microsatellites. Donc c'est une famille qui était censée permettre de faire des missions rapides. Donc ce sont des satellites sur étagère en fait. Donc on met notre instrument, on lance. Donc finalement pour microscope, il nous fallait un besoin de précision tellement énorme qu'il a fallu pas mal modifier ce satellite. Donc c'est pas vraiment cette Myriad, mais il est issu de cette famille-là. Donc il fait 300 kg et à peu près en mètres cubes. Et ce qui est important, ce sont ces micropropulseurs ici, qui nous permettent de faire des micro-poussées pour contrer la traînée atmosphérique. Donc c'est dans le nom du microscope, poussée à traînée compensée. Et donc pour justement avoir un environnement gravitationnel le plus
le plus pur possible, on a besoin de compenser la traînée en permanence suivant les trois axes, donc X, Y, Z. Et donc ce sont ces micropropulseurs à gaz froid qui nous permettent de faire cet exercice. Donc voilà ici des photos du vrai satellite. Donc là, il est fermé. Là, il est ouvert. Donc on a c'est un cube avec ici, il est ouvert comme des pétales. Donc ça ce sont les réservoirs des gaz froids pour les micropropulseurs. On voit de l'électronique du satellite ici. Et à l'intérieur, au centre, on a l'instrument qui est dans un cocon magnétique et thermique. Donc tout ça, ça m'amène au lancement. Donc il y a eu lieu le 25 avril 2016, donc avec une fusée Soyouz depuis Kourou. Donc on était en passager secondaire. Le passager principal, c'était Sentinel-1B, qui est un satellite d'observation de la Terre. Et donc on a été mis sur une orbite héliosynchrone, donc qui permet en fait, une orbite héliosynchrone fait que son orientation par rapport au Soleil est constante. Donc ça nous permet d'avoir une orientation du satellite constante par rapport au Soleil et donc d'avoir des conditions thermiques optimales. Et on est sur une orbite quasi circulaire avec une excentricité très très faible, là aussi pour optimiser la mesure en minimisant la systématique. Et donc le lancement a été parfaitement réussi, donc avec 4 jours de retard quand même, parce que le premier jour il faisait mauvais temps, le deuxième jour il faisait mauvais temps, le troisième jour il y a eu un problème sur la fusée, et le quatrième jour on a pu décoller. Et donc tout s'est très bien passé, on a pu voir ça, donc c'était tard le soir à heure française, donc on a veillé un petit peu chacun devant son ordinateur pour regarder le live stream du lancement. Donc c'était bien de voir que ça partait comme il fallait, et la mise sur orbite a été parfaite aussi. Donc c'était une angoisse que la mise sur orbite ne se passe pas bien. Juste après ça a commencé la phase du commissioning, où on a testé tous les sous-systèmes du satellite et de l'instrument. Donc, hormis quelques petits problèmes qui étaient sans gravité ou qui ont été rapidement corrigés, donc tout s'est bien passé pendant le commissioning. Et en particulier, il y a eu une étape très stressante, donc qui était le 2 mai, donc qui était le déblocage des masses d'épreuves. Parce que ce qui se passe, c'est que les masses d'épreuves, elles flottent en fait entre les cylindres. Mais au moment du décollage, il fallait qu'elles soient maintenues pour ne pas vibrer comme des folles. Et donc il y avait un système pyrotechnique avec des doigts qui maintenaient les cylindres de chaque côté. Et donc le 2 mai, ce qu'on voulait faire, c'était retirer ces doigts pour que les masses d'épreuves soient débloquées, puis soient acquises par le champ électrostatique. Et donc là, c'était très angoissant parce qu'on ne savait pas si... on savait que le système pyrotechnique allait certainement fonctionner, mais il y avait un risque que les masses d'épreuves restent collées aux doigts et donc ne puissent pas être acquises par le champ électrostatique. Donc ça, pour ces phases critiques, on peut les faire en direct. Donc quand un satellite passe au-dessus d'une station sol, on peut voir à la seconde près ce qui se passe exactement là-haut. Le CNES a envoyé la télécommande pour relâcher les masses d'épreuves et qu'on puisse voir en direct ce qui se passait. Et donc ce que je vais montrer ici, là, c'est la position suivant X d'une masse d'épreuve. Donc vous allez voir que ça démarre ici en haut, donc c'est la position où elle était bloquée. Donc ça sera plat, c'est normal parce que la masse est bloquée. Puis au moment où elle se débloque, ce qu'on attendait, c'était que la masse se mette à osciller, puis qu'elle soit acquise par les forces électrostatiques, et qu'elle arrive à son point d'équilibre. Donc ça, on pensait que ça allait prendre plusieurs minutes pour acquérir la masse. Et en fait, ce qui s'est passé, donc je lance la mesure, c'est on lâche, et en juste quelques secondes, il y a eu 3 oscillations en quelques secondes, les masses d'épreuves étaient acquises. Donc ça a fonctionné extrêmement bien, c'était comme des simulations numériques, à se poser la question de si c'était vraiment la réalité. Donc ça c'est très 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 bien marché. Et puis ici, vous avez une capture d'écran, je crois que c'était pendant ce déblocage des masses, où voilà, tous les voyants étaient ouverts. Donc c'était un très très grand soulagement.
Ça, c'est la position des masses d'épreuves, enfin d'une masse d'épreuves suivant les 3 axes, donc, comme je viens juste de vous montrer. Donc, elle est bloquée, et puis au bout de quelques oscillations, elle est débloquée, capturée par les champs électrostatiques. Ça, c'est le type de données qu'on avait pendant la phase de commissioning. Donc là, il n'y a pas de compensation de traînée. Et donc, ça fait que les oscillations qu'on voit ici, donc, alors c'est en fonction du temps, ce sont les accélérations mesurées suivant l'axe X, suivant l'axe Y qui est normal à l'orbite, et suivant l'axe Z de l'instrument. Et donc, on voit un pattern sinusoïdal ici, à la fréquence orbitale. Et donc ça, ce que c'est tout simplement la projection de la traînée atmosphérique sur l'axe de l'instrument. Donc ça, c'est en X, ça c'est en Z, on voit aussi le même type de projection. En Y, donc, qui est normal au plan de l'orbite, bon, il n'y a pas de traînée, donc c'est normal, on ne voit pas ce pattern sinusoïdal. Mais ce qu'on voit, ce sont des espèces de trous ici, réguliers. Et ces trous correspondent au moment où le satellite passe dans l'ombre de la Terre. C'est pendant le commissioning, on était sur une orbite qui nous faisait... Enfin, on est toujours sur la même orbite, mais l'orbite et la direction du Soleil faisaient qu'on passait un éclipse régulièrement. Donc, à chaque fois qu'on passait au-dessus d'un pôle, on passait dans l'ombre de la Terre. Et donc, à ce moment-là, on ne sent plus la pression de radiation solaire. Et donc, l'accélération mesurée chute. Et donc, c'est exactement ce qu'on estime ici. Et donc, on était capable de mesurer la pression des photons venant du Soleil. Donc ça, c'est avec l'ombre de la Terre. On a même réussi, on a eu la chance de passer dans l'ombre de la Lune. Donc on a vu une éclipse de Soleil avec microscope. Et on a vu bien la pression de radiation solaire tomber. C'était assez époustouflant. Et puis enfin, en juin, on a allumé le système de traînée, de compensation de traînée et de contrôle d'attitude. Donc ici, je montre toujours les accélérations suivant X et suivant 2 autres axes. Donc ici, c'est avant qu'on mette le système de compensation de traînée en marche. Donc on voit toujours ces sinus et ces trous ici. Et une fois que le système est en marche, donc ça devient, donc ces patterns-là disparaissent totalement et les accélérations deviennent très propres. Et donc ce sont ce type d'accélération qu'on utilise pour faire la thèse du principe d'équivalence. Ce qui m'amène déjà au premier résultat, donc qui ont été annoncés début décembre. Et donc l'observable principal, donc c'est la différence d'accélération entre les masses d'épreuves qu'on regarde dans le domaine fréquentiel. Donc ici, c'est un spectre, un peu comme je vous ai montré tout à l'heure en simulation, où on voit le bruit instrumental qui se comporte exactement comme on espérait. Et ici, vous avez un pic, ce pic-là qui est dû au gradient de gravité terrestre et qui nous permet, en passant, d'estimer le décentrage entre les masses d'épreuves. Et s'il y avait une violation du principe d'équivalence visible, elle apparaîtrait comme un pic à cette fréquence ici. Donc ici, on s'aperçoit qu'il n'y a rien de visible, et donc on n'a rien détecté. Avec ces données-là, on n'a toujours rien détecté. Donc ce qu'il faut dire, c'est que ce spectre est fait avec une seule session de mesure, et donc ça représente à peu près 10% des données totales. Donc on peut espérer qu'avec plus de données, donc ce qu'on a déjà, qu'on est en train d'analyser, ce spectre on pourra diminuer le bruit et donc peut-être voir apparaître quelque chose, ou du moins améliorer la précision. Donc là, la question maintenant, c'est est-ce qu'on est dominé par le bruit statistique ou par le systématique? Donc ce que je montre ici, c'est le bruit le bruit mesuré en fonction du nombre d'orbites, de manière équivalente en fonction du temps. Donc c'est montré en bleu, et en rouge, c'est un fit, un 1 sur racine de t. Et donc on s'aperçoit que notre bruit diminue bien un 1 sur racine de t, donc ce qui tend à dire que jusqu'à une centaine d'orbites ici, on est dominé par les erreurs statistiques. Cependant, si on regarde, si on fait un rapide budget des systématiques,
on s'aperçoit qu'on commence, nos systématiques commencent à être déjà de l'ordre de nos erreurs statistiques. Et avec plus de données, donc on va devenir dominé par les erreurs systématiques. Et donc c'est un gros travail qu'on est en train de faire, qui est de mieux estimer les erreurs systématiques. Donc on a eu plusieurs sessions de calibration pour bien voir ce qui se passe dans l'instrument et mieux comprendre notre instrument pour pouvoir corriger des systématiques. Et donc le chiffre à retenir, c'est celui-là, donc c'est le paramètre de Hudvos, donc noté delta, je suis désolé, des fois c'est eta, des fois c'est delta. Donc entre le titane et le platine, donc c'est moins 1, plus ou moins 9, en erreur statistique, plus ou moins 9, en erreur systématique, fois 10-15. Donc ça c'est un sigma. Donc ce qui fait que finalement on ne trouve pas de déviation à 9 plus 9, donc 10-14. Avec l'objectif final qui est d'être à 10-15. Donc si on met tout ça en perspective, donc ça fait 400 ans que Galilée a commencé à parler du principe d'équivalence, à faire des tests. Donc il avait, en prenant ses expériences, en prenant les mesures de Galilée, on pouvait tester le principe d'équivalence à 10-3. Je ne sais pas si vous voyez très bien ici les échelles. On est à 10-3, puis ça s'est amélioré lentement au fil des siècles, avec une amélioration exponentielle dans la précision au cours du XXe siècle. Et en particulier, dans les années 90, le groupe d'Adelberger, dans ce groupe de Hutwash, à l'Université de Washington, à Seattle, avec des pendules de torsion très très précis, ont pu mettre ceux qui étaient les meilleures contraintes à leur microscope aux alentours de 10-13. Et donc maintenant, avec le microscope, on a gagné un ordre de grandeur, et avec l'objectif d'améliorer encore d'ici l'année prochaine. Donc ça, c'était ma première partie, donc sur les premiers résultats de microscope. Maintenant, je vais passer au travail que j'ai fait avec Philippe, Jean-Philippe et Martin, donc pour regarder comment est-ce que les résultats microscope nous permettent de contraindre des théories qui violent le principe d'équivalence et qui permettent d'aller au-delà de la relativité générale. Et donc, on se base sur l'exemple simple des théories tenseurs scalaires, avec un couplage non universel. Donc l'idée des théories tenseurs scalaires, c'est de prendre le tenseur de la relativité générale, auquel on ajoute un degré de liberté scalaire. Donc ça nous modifie l'action de la manière suivante ici. Donc on reconnaît l'action de la relativité générale, donc si on ne met pas de scalaire phi ici, donc on avait avec le scalaire de Ricci, ici la métrique. Donc si on met maintenant un champ scalaire, donc on va avoir un terme cinétique qui apparaît, et puis un potentiel aussi on va devoir donner un potentiel entre un champ scalaire. Donc tout ça va modifier notre action. Et ce qui est intéressant, c'est que le couplage de la matière à la gravité va être modifié. Donc la matière ne se couple pas directement à la métrique comme en relativité générale, mais il y a un facteur conforme ici qui va apparaître. Et si ce facteur conforme dépend de la composition, alors tous les types de masses ne vont pas se coupler de la même manière à la gravité, et donc on va pouvoir observer des violations du principe d'équivalence. Donc ces théories tenseurs scalaires sont très intéressantes, en particulier pour regarder les problèmes d'énergie noire, parce que si on a un champ, en fait l'énergie noire pourrait être un champ scalaire de masse très faible, suffisamment faible pour qu'elle puisse avoir un effet aux échelles cosmologiques, mais dans ce cas-là, elle aurait aussi un effet au niveau du système solaire. Et donc on verrait que les orbites des planètes ne suivraient pas les lois de Kepler. Donc ce qui n'est pas vrai. Et donc ces théories ont des problèmes pour respecter les tests expérimentaux dans le système solaire. Mais pourtant on ne s'avoue pas vaincu parce qu'elles sont bien motivées. En particulier ce sont des théories effectives à basse énergie qui peuvent être reliées aux théories des cordes. Et puis elles ont plusieurs effets qui sont observables. Donc ce sont des théories qu'on peut aller contraindre. En particulier, les constantes fondamentales deviennent dépendantes de l'espace et du temps. Les masses aussi dépendent de l'espace-temps et, comme je viens de l'expliquer, elles pourraient violer le principe d'équivalence.
Mais pour pouvoir aller les tester, d'une manière phénoménologique, il faut qu'on décrive la charge de chaque objet, c'est-à-dire la manière dont chaque objet va se coupler à ce champ scalaire. Donc on peut commencer de manière très simple en paramétrisant une déviation générique à la loi de Newton, donc en ajoutant un potentiel de Yukawa au potentiel newtonien. Donc, de la manière, donc ici je montre le potentiel newtonien dans l'interaction entre deux masses. Donc vous reconnaissez ici le potentiel de Newton. Et donc ce qu'on fait, c'est qu'on rajoute simplement ce facteur ici de Yukawa avec un alpha Ij qui est défini ici comme un alpha qui est universel, une constante universelle, qui décrit la magnitude, la force de la déviation par rapport à la gravité. Et des charges ici Q qui dépendent du matériau, de chaque masse. Et donc quand on prend un potentiel tel que celui-là, la violation du principe d'équivalence peut se calculer directement et donc est donnée par état égale une combinaison de ce alpha et de lambda. Donc lambda, c'est la portée de la déviation du potentiel de Yukawa. Et tout ça multiplié par les charges des masses en interaction. Donc sur microscope, on a des charges pour le platine, pour le titane et pour la Terre. Et donc ce qu'on peut faire, c'est dire que ces masses, de manière très phénoménologique, donc, dépendent simplement de la composition baryonique des matériaux. Et donc pour cette figure ici, on a supposé que la charge est égale simplement au nombre baryonique des éléments. Et donc les contraintes qu'on obtient, donc ici dans l'espace lambda alpha, sont montrées ici. Donc en jaune, ce sont toutes les valeurs qui sont exclues par l'expérience. Donc avant microscope, les meilleures contraintes étaient données donc, par le groupe de Atwash et montrées ici en pointillés bleus. Et après microscope, donc on a les contraintes avec la courbe solide ici. Et donc on s'aperçoit que pour des lambdas plus grands que quelques milliers de kilomètres, on a été capable d'améliorer les contraintes existantes d'un ordre de grandeur, donc ce qui est quand même pas mal. Et puis ensuite, le microscope n'est pas sensible aux plus petites échelles, donc aux plus petites portées. Et donc ça, c'est tout à fait normal, c'était attendu, parce que la source de la gravité qu'on teste sur microscope, c'est la Terre. Et donc on a cette distance incompressible entre le centre de la Terre et l'orbite de microscope, qui fait qu'on ne peut pas descendre, on peut pas tester des régimes de lambda plus petits que quelques centaines de kilomètres. Et donc pour ces régions-là, les pendules de torsion de Atwash restent imbattues. Donc j'ai déjà parlé du problème des tests dans le système solaire. Et donc un moyen, j'ai dit qu'on ne s'avait pas vaincu, et un moyen que les théoriciens ont inventé pour faire que ces théories de tenseurs scalaires avec des champs légers puissent quand même respecter les expériences du système solaire, ce sont des mécanismes d'écrantage. C'est-à-dire que dans certaines conditions, un champ scalaire léger peut devenir massif, et donc il ne va plus avoir les mêmes effets expérimentaux, donc ce qui fait qu'on ne le verra plus. Donc on dit qu'il est caché ou qu'il est écranté. Donc il y a toute une zoologie de mécanismes d'écrantage. Ici, il y en a 4 types principaux. Donc ce qu'on peut faire, c'est annuler le couplage avec la matière suivant une dépendance sur la densité locale. Donc ça, c'est le mécanisme d'Amour-Polyakov. Ou alors on peut dire que la masse du champ dépend de la densité locale. Donc ça, c'est les théories type caméléon. Ou alors on peut faire dépendre le couplage avec la masse envers l'accélération gravitationnelle locale. Donc ça, c'est des théories du type monde. Ou alors on peut faire dépendre le couplage envers la courbure. Donc je ne vais absolument pas entrer dans les détails de ces modèles-là, mais je vais parler du dilaton et donner quelques éléments sur le caméléon. Donc pour le dilaton, tout ce qu'il y a à savoir, c'est que c'est un nouveau champ scalaire qui est un partenaire du graviton dans les théories inspirées par les théories des cordes. Donc c'est un nouveau champ qui est vraiment omniprésent dans toutes les théories des cordes. Il apparaît. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il crée
une cinquième force qui dépend de la composition des objets. Et il est caractérisé par 5 constantes de couplage, donc avec les différents champs fondamentaux de la matière, donc par exemple les quarks, l'électromagnétisme, les électrons. Et ce qu'on peut faire en testant le principe d'équivalence, c'est contraindre certaines combinaisons de ces couplages entre le dilatant et la matière. Donc ici, je montre les contraintes. Donc ce sont les zones autorisées. Maintenant, les zones colorées sont les zones autorisées dans l'espace de ces combinaisons linéaires ici de couplage du dilatant avec la matière. Donc avant microscope, les valeurs autorisées étaient montrées par les zones vertes, jaunes et bleues. Et après microscope, maintenant, on a réussi à énormément shrink. Réduire, merci. On a réussi à énormément réduire la surface des zones autorisées. Bon, le truc, c'est que 0 est toujours autorisé, donc on n'a pas découvert le dilatant, on sait juste que ces constantes de couplage sont plus faibles qu'on ne le savait déjà. Puis un autre modèle, ce qui est très intéressant, c'est le caméléon. Donc il a été inventé déjà en 2004 par Courrier-Veltman, avec une action type tenseur scalaire. Et ce qui est intéressant dans ces modèles-là, c'est que la dynamique du champ dépend de la densité locale via un potentiel effectif qui est montré ici, donc qui est la somme du potentiel du champ lui-même, plus une contribution qui est de l'environnement, donc qui dépend de ρ ici, donc c'est la densité de l'environnement. Et donc le potentiel effectif est montré ici en solide pour une densité, pour une grande densité environnementale et pour une petite densité environnementale. Et donc ce qu'on voit, c'est que la masse du champ va dépendre directement de la densité environnementale. Et donc plus la densité environnementale est forte, et plus la masse du champ va être grande, et donc plus il va être difficile à avoir des effets. Et un deuxième effet, qui est directement relié à celui-là, ce qu'on appelle l'écrantage de thin shell ou de couche mince, donc qui dit que si vous avez un objet massif comme la Terre par exemple, le caméléon va se comporter différemment dans la gravité normale. Dans la gravité normale newtonienne est créée par l'ensemble de la matière de la Terre. Donc toute la masse de la Terre contribue à créer la gravité due à la Terre. Par contre, avec le caméléon, si l'objet est suffisamment massif, donc comme la Terre, c'est juste une couche mince à la surface de l'objet qui va contribuer au champ interne. Et donc ça fait que finalement, si on compare l'effet du caméléon et l'effet de la gravité newtonienne, l'effet du caméléon est très supprimé parce qu'il n'y a qu'une petite partie de la masse totale qui contribue. Et donc ça, c'est défini par le paramètre de thin shell, ici delta RC sur RC, qui dépend du potentiel newtonien de l'objet. Donc ça permet, rien que ces deux modèles, ces deux observations permettent de déjà faire des prédictions sur sur la violation du principe d'équivalence. Donc c'est ce qu'avait déjà fait Courrier et Veltman. En 2004, ils avaient un papier qui disait qu'avec des satellites comme microscope, on pourrait voir des violations du principe d'équivalence très très fortes, même plus fortes que ceux qu'on voyait déjà sur Terre, simplement par le fait que le microscope est dans le vide, dans l'espace. Bon, le truc, c'est qu'ils avaient fait des ordres de grandeur en prenant des hypothèses très simplificatrices. Donc, par exemple, que les masses des preuves sont sphériques, qu'elles sont directement dans l'espace, donc elles ne sont pas dans un cocon, dans un satellite, et que au niveau de l'orbite de microscope, la densité est égale à la densité galactique, donc il n'y a déjà plus d'atmosphère. Et il supposait aussi que, donc, en prenant pour hypothèse que les masses étaient sphériques, ça permettait d'utiliser cette formule pour le paramètre de thin shell qui leur permettait de dire que le microscope ne serait pas écranté.
Donc ça permet d'avoir des prédictions très intéressantes, sauf que dans la vraie vie, ça ne fonctionne pas comme ça. Et donc si on veut contraindre le caméléon avec microscope, il faut refaire le même exercice, mais en prenant des hypothèses réalistes. Et donc pour ça, on ne peut pas simplement considérer que les masses d'épreuves sont sphériques et directement plongées dans l'espace, mais en fait ce paramètre de la thin shell dépend très fortement de la géométrie exacte du satellite et de l'instrument. Et également le fait qu'on est à 700 km et que la densité à 700 km n'est pas égale à la densité galactique, mais qu'il y a encore une atmosphère qui est non négligeable, fait que les prédictions dépendent très fortement des caractéristiques de l'atmosphère. Et donc ces deux points, ça nécessite de faire des simulations numériques très précises, donc d'une part de l'instrument lui-même pour calculer le champ du caméléon dans l'instrument, et d'avoir un modèle atmosphérique aussi suffisamment représentatif. Et donc ces deux points représentent le cœur de la thèse de Martin Pernaut-Boraton, qui est en première année, il a commencé en octobre l'an dernier, donc il est en train de travailler très dur sur ces points-là, et il commence à faire de très bonnes avancées. Il a des premiers résultats qui sont très intéressants, mais bien entendu, ils sont tellement préliminaires que je ne peux rien en dire pour l'instant. Et donc si on regarde ce qui est publié dans la littérature au niveau du caméléon, donc le caméléon est défini, on peut le définir par trois paramètres. Et donc ici, si vous prenez dans l'espace, vous fixez l'un des paramètres et vous regardez les contraintes sur les deux autres. Donc ici, c'est la masse du caméléon en fonction d'une échelle d'énergie. Donc toutes les zones colorées sont les zones exclues, déjà par expérience, par différentes expériences. Et donc en fait, on a déjà pu exclure une très très grande partie de l'espace des paramètres du caméléon, mais il reste quand même ici une partie intéressante qui n'a pas encore été explorée, et on espère qu'avec microscope, on puisse aller voir quelque chose là-dedans. Donc voilà, donc pour conclure, donc le microscope est un succès. Les premiers résultats nous disent qu'on n'a pas détecté de violation du principe d'équivalence à 10-14. Donc c'est un ordre de grandeur meilleur que ce qu'on connaissait avant microscope. Je vous ai montré des nouvelles contraintes sur les couplages de constantes du dilaton. On est en train de travailler sur des contraintes sur le caméléon. Donc la phase principale scientifique est en train de se terminer en ce moment. Et donc on a déjà acquis 15 fois plus de données scientifiques que celles qui ont été utilisées pour vous montrer les résultats, pour obtenir les résultats que je vous ai montrés. Donc voilà, il faut s'attendre à ce qu'on puisse améliorer les contraintes qui ont déjà été apportées. Et en ce moment et jusqu'en septembre ont lieu des expériences secondaires, donc surtout en aéronomie et en technologie. Et je vous remercie. Est-ce qu'il y a des questions ? J'avais deux questions. Si j'ai bien vu un test transparent, au niveau de la décroissance comme racine du nombre, oui, de f. Donc ça suivait à peu près la ligne, mais tu heurtais déjà les systématiques. Sur le spectre ou là, donc tu disais je heurte déjà les systématiques, donc comment vous allez améliorer les systématiques, c'est toujours difficile. Oui. Première question. Et deuxièmement, même si tu continuais ça par un facteur, disons 15, c'est racine de 15, ça ne fait pas les 10 moins 15. Oui, on sera à quelques 10 moins 15. Et ensuite, pour ce qui est des systématiques, donc on a fait plusieurs sessions de mesures, de calibration. Le systématique principal, c'est un systématique thermique. Donc on voit qu'on a une dépendance envers la température et l'élévation de la température. Donc on travaille à mieux modéliser ça pour pouvoir les corriger a posteriori. Alors,
Est-ce que tu peux dire un peu plus le modèle qui est derrière le bruit expérimental? Pourquoi ça fait comme ça? Alors ça fait comme ça, donc la partie la plus intéressante c'est la partie ici à basse fréquence. Donc c'est dû à un fil, parce qu'en fait j'ai dit que les masses d'épreuves flottent librement dans l'instrument. En fait c'est pas tout à fait vrai. Elles sont reliées au satellite par un fil d'or en fait, qui nous permet de contrôler la charge électrique des masses. Parce que si on ne le faisait pas, la charge serait modifiée. Et donc on ne saurait plus du tout où on en est. Et donc c'est ce fil en fait qui agit comme un ressort et qui crée un amortissement qui a une tête comme ça, un an sur racine de f. D'accord. Tu as parlé de spinner le satellite pour faire varier la fréquence. Oui. J'ai pas suivi, peut-être que tu en as reparlé vers la fin. Non, j'en ai pas reparlé. En fait, l'idée c'est que... Donc, mais vous l'avez pas fait du coup Oui, en fait on l'a fait. Donc en fait on n'a fait que ça. Parce que ce qui s'est passé, c'est qu'on voulait avoir une fréquence de test qui soit à quelques 10-4 ici, donc en non spiné. Et ensuite, on voulait pouvoir spinner à une certaine vitesse qui nous amène à une fréquence un peu plus haute. Mais ce qui s'est passé, c'est que le bruit mesuré était plus élevé que ce qu'on espérait. Et donc, pour permettre de quand même faire le test à une précision qui nous convenait, on a décidé de spinner le satellite encore plus vite que prévu. Et donc, pour augmenter la fréquence du test et donc descendre dans des régions où le bruit était minimum. Et donc, en fait, on a spiné avec deux vitesses de spin différentes, mais principalement une qui nous a permis d'avoir ces résultats-là. Merci. Et la dernière question, est-ce qu'on comprend, enfin j'imagine oui, tu peux expliquer pourquoi il y a une oscillation à deux fois la fréquence? Alors ça, c'est dû au gradient de gravité terrestre, et c'est dû au fait que les masses d'épreuves ne sont pas totalement, parfaitement centrées. Donc elles sont écartées de moins de quelques microns, entre 6 et 10 microns. Et ça suffit pour qu'elles ne voient pas exactement le même champ de gravité sourcé par la Terre. Et donc c'est ça qui fait ce pic-là. Merci. La slide précédente, la 18, là, je vois là, donc après la compensation de traînée, tu as un plateau et puis après tu as un deuxième plateau avec un décroché. Oui, donc ça c'est des aspects instrumentaux qui apparaissent de temps en temps, qu'on n'explique pas tout à fait. Mais c'est suffisamment rare pour ne pas nous embêter. Bon là on n'a pas eu de chance que ça arrive juste... sinon, oui, on le voit de temps en temps, mais on est capable de s'en affranchir. D'autres questions? En termes de modèle, je n'ai pas suivi si finalement compte tenu de ce que tu as dit au début sur l'énergie noire, sur les modèles qui pouvaient rendre compte, si c'était pris en compte dans les modèles que tu as utilisés et que tu as contraints, ou si c'est les modèles que tu as contraints sans prendre en compte ces aspects-là? Non, alors les modèles qui sont derrière analyse de données qui donnent les résultats que j'ai montrés sont des modèles vraiment très simples où on dit que la violation du principe d'équivalence vient juste du fait que le rapport masse grave sur masse inerte c'est égal à 1 plus un facteur constant qui dépend de la composition. Et donc ça ne prend pas en compte des aspects plus compliqués comme le Yukawa par exemple ou le caméléon. Et donc ce qu'on peut faire avec le Yukawa et ce qu'on a fait, c'est de prendre les hypothèses minimales qui nous permettent d'utiliser les résultats juste de microscope. Mais si on veut aller plus loin, alors il faut refaire les modèles et refaire une analyse de données complète. Et donc c'est quelque chose qu'on est en train de faire. En particulier pour le caméléon, alors là, c'est pas du tout pris en compte dans les résultats actuels. Et donc Martin Pernaut-Boras fait tout ça, refait tout le modèle et les simulations pour vraiment aller voir ce à quoi on s'attend.
concernant le caméléon, justement, tu dis que la géométrie du satellite intervient Oui. de façon très forte. Est-ce que, donc, en inversant un peu la chose, est-ce qu'on peut imaginer une géométrie de satellite idéale qui pourrait maximiser la sensibilité pour le caméléon? On pourrait, et j'espère qu'avec l'expérience au microscope, on va pouvoir faire ça. Et avec l'expérience que vous avez eue, la suite, ce serait quoi? Donc la suite, ça serait d'essayer de gagner 2 ordres de grandeur. Donc, La prochaine manip. oui, c'est ça. C'est ça, oui. C'est essayer de. Donc c'est quelque chose à laquelle on est en train d'essayer de réfléchir, c'est de faire une suite à microscope, donc un nouveau satellite, nouvel instrument, pour essayer de gagner 2 ordres de grandeur en précision. Comment? Je ne sais pas si j'ai le droit de dire. En plus, c'est enregistré. Est-ce que vous avez d'autres questions? Sinon, on peut remercier Joël encore. Merci. Merci.